Un agent au désherbage dans l'année, si on devait le mettre en pourcentage? 40%. Facile. Donc c'est quasiment la moitié de l'occupation d'un jardinier. Ah oui, oui. Ben, surtout surtout sur des espaces tels qu'un parc comme ça, hein, qui fait 4 hectares, entre 1000 m² de massif, plus pas loin de 10 000 mètres d'allées, enfin ça. Il y a des solutions que vous avez trouvées qui sont efficaces depuis quelques années ou pas? Ben là, alors là, pour l'instant, on travaille avec, je sais pas si vous connaissez la marque Enfaco. Oui, sécateur. Qui fait les sécateurs voilà, électriques souvent. Et là, justement, ils nous ont développé comme un ratissoir, mais électrique. J'avais vu là. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de faire le geste manuellement, c'est la machine qui le fait à votre place. Comment c'est fait? Sur un manche? Oui, oui, c'est une grande perche, comme le manche du ratissoir. Et ça fonctionne. Sauf qu'au bout, vous avez le moteur électrique derrière, Ouais. et au bout, là, c'est la lame qui fait en avant et en reculant, comme ça. Voilà. Ouais. Il y a d'autres questions? Oui. C'est quoi les autres marques de matériaux que vous avez pour entretenir Le parc en général? Tout, en taille, en sécateur, en aussi? en tonte. Bon, on n'a pas de marque plus ou moins attitrée. Pardon, parce qu'avec le bruit, on n'a pas... Les marques qu'on utilisait pour entretenir en fait le parc. J'ai envie de dire, on n'a pas vraiment de marque. Nous, ce qu'on recherche surtout, c'est l'efficacité de l'outil. Voilà. Après, on utilise, on a de tout. On a du Stihl, on a du Enfaco, on a de l'Etesia, on a de l'Iseki, de la Kubota. Il n'y a pas vraiment de marque référence. Voilà. Enfin, pour moi, hein. L'important, c'est d'avoir l'outil adapté à sa situation. Je vais poser une question. Et pour la désherbant, Oui. est-ce qu'il y a des formations à part ou soit tu le fais en formation? Le désherbage? Oui, le désherbant. Les désherbants. Alors les désherbants, oui, il faut un certificat, hein, de toute manière, hein, quoi qu'il en soit. De toute façon, vous savez que tout ce qui est Roundup ou autre est totalement interdit. Ça, c'est clair. C'est pour ça que, enfin, nous, déjà, même avant l'interdiction, on le faisait pas, hein, on n'utilisait pas de produits chimiques. Mais après, tout ce qui est produit phyto, il vous faut un certificat. C'est obligatoire. Voilà. Est-ce que l'arrêt du phyto, est-ce que l'arrêt du phyto, ça a redonné du sens au métier de jardinier? Ou est-ce que ça a amplifié ses tâches au quotidien et c'est de pire en pire en termes de gestion? Ça a redonné du sens au métier de jardinier par rapport à vos agents? Redonner du sens, je dirais non, parce que c'est quelque chose qu'on faisait régulièrement nous, donc ça faisait partie de notre entretien classique. Hein, comme je vous dis, que ce soit les allées ou les massifs, nous on fait tout à la main. Donc c'est pas quelque chose qui nous a impacté, puisqu'on le faisait déjà. Maintenant, c'est surtout vis-à-vis des gens, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que les gens, ils se rendent compte que finalement, un jardinier, c'est quand même utile. Hein. Parce que quand on commence à avoir des espaces où c'est que tout pousse, là, ils se rendent compte du travail en fait que vous faites. Parce que il est vrai que le désherbage, ça paraît un peu, une tâche bête et un peu stupide. Le problème, c'est que c'est ce qui vous permet de maintenir quelque chose de propre et de beau. Vous avez déjà eu des critiques vis-à-vis des gens? Vis-à-vis de quoi? Est-ce que vous avez eu des critiques de ces gens, des personnes qui viennent dans le parc? Critique, c'est toujours des gens qui vont critiquer parce qu'ils n'auront pas quelque chose à leur goût, parce que c'est pas aménagé comme eux ils voudraient. Mais après, en règle générale, non. Non, les gens sont assez satisfaits de ce qu'on produit dans le parc. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Oui. Vous est déjà arrivé que par exemple les gens détruisent vos fleurs, Le vandalisme, voilà. Le vandalisme, il est partout, hein, que ce soit dans notre espace ou en ville ou ailleurs ou à l'extérieur. Oui, ça nous est déjà arrivé. Qu'il y en ait qui nous cassent quelque chose, hein, ou qui nous volent des plantes. Oui, ça arrive. Alors, moi personnellement, quand j'arrive le matin, que je vois 4-5 plantes qui manquent, bon, je me dis quelqu'un l'a pris pour soi, c'est pas un mal. C'est pas grave, je me dis au moins elle va servir ailleurs. Par contre, quand parfois on arrive et qu'on voit juste la plante soulevée et reposée, ça, je trouve ça... quel intérêt, quoi. Bon.
Bon, parce que je pense qu'ils s'ennuient, qu'ils savent pas quoi faire. Voilà. Là, Oui, aussi, oui. Avez-vous déjà eu des vols? Ah oui, oui. De parler. Oui, oui. De quoi? Ah oui, ben, soit des plantes ou même parfois des arbustes. Hein. Vous savez, les gens s'intéressent de plus en plus au jardin et nous on communique beaucoup avec le public. Parce que déjà on est un parc, bon voilà, où beaucoup de gens se promènent et visitent et ils nous voient y faire. Quand vous avez des résultats, de toute manière, les gens vous posent des questions, parce que c'est toujours pareil. Hein, si vous avez un jardin qui est minable, personne ne va venir vous voir pour vous dire c'est quoi le travail que vous faites. Hein. À partir du moment où c'est que votre travail il est propre, carré, nickel, machin, tout ça, ben les gens ils se disent ah c'est sympa, comment est-ce qu'ils font donc on a beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions sur la pyrale, comment on les entretient, qu'est-ce qu'on met comme plante, comment on entretient telle plante, voilà. Votre matériel d'entretien, c'est où que vous le stockez? Ah bon, on a des au sein même du parc, on a un local où c'est qu'on met tout le petit outillage, hein, que ce soit tout ce qui est bêche, pelle, enfin tout ce qui peut servir. Après, par contre, on ne laisse jamais rien de tout ce qui est thermique ou à essence dans le parc. Jamais. Vous avez déjà eu des vols à ce niveau-là? Oui. Du matériel? Oui. Qui est pas chez nous. Mais oui, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé 2 fois, oui. Je travaille au golf de Mazamet et Mm-hmm. 2 fois en l'espace de 6 mois, on nous a volé toutes les broussailleuses, les trucs. Eh oui. Ben, vous savez, mine de rien, vous vous en rendrez compte, hein, tout matériel quel qu'il soit, que ça passe même déjà par un simple sécateur. Un sécateur professionnel, ça coûte déjà de l'argent. Hein. Enfin, c'est facilement 40-50 €. Voilà. Et plus vous allez monter en gamme, plus ça va être cher. Tout ce genre de matériel, que ce soit les tondeuses, les tronçonneuses, les souffleurs, enfin tout ça vaut de l'argent. Il y a des gens, c'est plus facile d'aller le voler quand ils savent où c'est que d'aller dépenser 2000 ou 3000 € pour se faire un. Nous on s'est fait voler au lycée là, à l'agent on s'est fait voler ce week-end. Hein. Ouais, c'est Ça week-end. date de 2 jours. Hein. Ouais. On s'est encore fait voler. Ouais. Donc vous voyez, c'est partout. Hein, c'est pas... Ça c'est pareil. Quand vous êtes sur les chantiers. On peut le fermer, bon, il n'a pas été forcé, mais on ne sait pas. Ça fait partie du métier quoi. Et là, nous, c'est avec Dominique, là, c'est pas la première fois. Oui, c'est pas la première fois. Ouais. Cette année, je crois que sur 2 ans, c'est le 3e vol. C'est le 3e vol. Ici? Ouais, ouais. Là, je sais pas. Ah, c'est vrai. Moi aussi, il m'a volé mon truc là, je n'ai pas vu encore. Bon, en volant le matériel public, ils volent votre matériel à vous. Hein. Et à nous, enfin, c'est du domaine public. Hein, Ah oui, en ce qui nous concerne, oui. c'est que ce soit M. Caffol ou nous, c'est du matériel qui est à tout le monde. Hein. C'est le matériel que vous servez, c'est le matériel qui a été financé par les citoyens. Et voilà, c'est du bien public hein, qui est volé. À un entreprise privée, c'est différent. Après, il est sécurisé le parc, enfin, la nuit vous le fermez. Oui. Ah, d'accord. Oui. Alors déjà, le parc 1, c'est un parc classé. Donc c'est pas une base de loisirs non plus. Oui. Donc il faut. Un parc classé, Alors, un parc classé, c'est-à-dire qu'on est reconnu par le ministère de la Culture en tant que jardin remarquable. Pourquoi ? Parce que il y a plusieurs critères dedans, hein, notamment un jardin pour être jardin remarquable, il faut que ce soit quelque chose qui soit ouvert au public ou qui ait tant de jours d'ouverture à l'année. Il faut que l'intérêt du jardin ait un côté historique. Il faut que les qualités des prestations soient quand même d'un certain niveau, et il faut qu'à l'intérieur du site il y ait des choses entre guillemets remarquables, que ce soit des vieux arbres, enfin voilà, des choses d'intérêt. Voilà. À la ville d'Albi, nous avons 2 jardins remarquables. Il y a le parc Rochegude et vous avez également le jardin de la Berbie, qui est le jardin typique français, qui est à côté du musée Toulouse-Lautrec, derrière la cathédrale. C'est vous qui l'entretenez aussi, celui-là ? C'est notre service aussi qui l'entretient, oui. C'est pas moi, enfin, si, j'y vais pour aider à tailler les fameux buis qui sont en bas, mais ça ne dépend pas de mon secteur, c'est une autre équipe qui l'a en charge, mais c'est la ville qui l'entretient, oui. Oui. Est-ce que vous avez des arbres centenaires? Oui. Plus d'un. Quel âge là le plus vieux que vous avez? Voilà, le plus vieux, il doit avoir dans les 160 ans à peu près. C'est quelle essence? C'est un séquoia. Voilà. Quel est l'arbre le plus haut que vous avez?
Ah, le plus haut, c'est pas forcément le séquoia, parce qu'après, c'est un peu trompeur dans le parc, si un jour vous y venez, parce qu'il y a des parties plates, il y a des parties qui descendent et d'autres qui remontent. Et quand on regarde, on a souvent l'impression que les arbres font à peu près la même hauteur, sauf que celui qui est planté en haut ou celui qui est planté en bas, il y a une dénivelée de 5-6 mètres. Hein. Donc, voilà. Le plus haut, ça doit être un platane. Et il doit faire dans les 38-42 mètres, à peu près. Ouais. Vous savez que l'arbre le plus haut du monde, là, il a été découvert récemment en forêt tropicale. 106 mètres, 8 d'eau. C'est monstrueux. Hein. Mais Oui. pour savoir l'âge d'un arbre, on peut le savoir l'âge d'un arbre enfin, Alors là, il y a différentes choses. Nous, il y a certains arbres qu'on estime, parce que c'est en fonction de la date de création des jardins. Ou alors on a des archives qui montrent certaines photos où c'est que là on voit l'arbre jeune. Voilà. Est-ce que quand on voit un arbre, on peut savoir son âge? Parce que, je sais pas, il y en a qui disent les cernes, je sais pas quoi. Ah oui, mais alors là, les cernes, alors là, pour donner un exemple, récemment, on a abattu un chicot du Canada qui avait un champignon, en fait, qui attaquait son système racinaire. Donc, évidemment, comme on est dans un parc public, nous avons des normes de sécurité. Étant donné que ça attaquait son système racinaire, on ne pouvait pas se permettre de le garder en cas de chute. Forcément. D'ailleurs, à ce sujet-là, si un jour vous travaillez pour une collectivité, que vous prenez en charge un espace vert, un service ou quoi que ce soit, sachez que nous à la ville, tous nos arbres sont suivis et expertisés par des experts. Qu'est-ce que j'entends par là? Ils sont suivis sur leur état sanitaire, mais également sondés au niveau des racines. Pourquoi? Pour pouvoir se couvrir. Parce que si vous dépendez d'une collectivité, que vous gérez un parc, moi par exemple, et qu'un arbre tombe, le premier personne qu'on va venir voir, c'est vous. Est-ce que vous avez fait les entretiens qui sont préconisés, et ainsi de suite. Donc pour ça, il vous faut avoir un rapport d'expert qui vous disait, tel arbre, il y avait, je sais pas moi, un petit entretien banal pendant 5 ans, recontrôlé dans 5 ans. Voilà. Après, vous travaillez avec du vivant. C'est pas parce que l'expert est passé, qui vous a dit que pendant 5 ans c'était bon, que l'arbre va être bon pendant 5 ans. Mais si vous avez fait une expertise, déjà vous êtes couvert. Si vous faites rien, vous serez responsable. Enfin, vous en premier, puis après le chef de service, et puis le maire, et puis enfin ça remonte après, hein, mais voilà. Mais tous nos arbres sont expertisés. Oui. Donc pour répondre à ta question, parce qu'on n'avait pas fini sur ça, quand on a abattu cet arbre, effectivement, à ce moment-là, dans le tronc, tu as toutes les cernes qui apparaissent. Et si on compte les cernes, on peut savoir à 1 an ou 2 ans près l'âge de l'arbre. D'accord. Et à savoir, ce chicot-là qu'on a abattu, il avait 108 ans. Donc il faut abattre l'arbre pour savoir son âge. Ah oui, sinon tu peux pas savoir. D'accord. C'est le seul moyen de voir apparaître les cernes. Oui, non, je savais pas. Oui, non, mais c'est pour ça, je te l'explique. En fait, il te faut couper l'arbre à la base, à sa base, et au tronc, à la base du tronc, et tu comptes les cernes en fait. Jeune homme? Quelle est l'espèce d'arbre la plus menacée Du changement climatique. La plus menacée? Selon vous? Il n'y a pas trop d'avenir dans les villes, hein, et qu'il n'y en a pas trop de toute façon, globalement, en France. Alors, par rapport au climat, il y a tous les frênes. Les frênes, les ormes, ça, ce sont des arbres qui plus les temps passent, plus les temps sont secs et moins ils supportent en fait. Les hêtres aussi apparemment ils sont... Les hêtres aussi, mais ils résistent mieux quand même.